Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 37e épisode du podcast Prends les rênes. Bon, vous l'avez compris, on va aborder une thématique assez péchue. Cette thématique, c'est la prise de décision. Décider, un acte du quotidien, un acte banal ? Ah oui, vraiment. Si je vous dis prendre une décision, vous pensez à quoi ? À faire un choix, à un risque à éviter ou un risque à prendre. Qu'est-ce que vous pouvez aussi, à ce moment-là, quand je vous dis prendre une décision, est-ce que vous hésitez, ou vous voulez bien faire, vous vous figez peut-être de plus en plus ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez prise de décision ? Plutôt une excitation ou bien une hésitation ? Vous êtes paré à l'action ou plutôt figé ? Vous avez plutôt chaud, vous avez plutôt froid dans votre corps ? En fait, en tant que leader, manager ou parent, ou même ne serait-ce que être humain finalement, on décide tous les jours. Et souvent, on sous-estime à quel point notre cerveau, nos émotions et nos croyances s'en mêlent. Donc là, l'objectif de cet épisode, c'est d'aller comprendre comment on décide, vraiment comment on décide. Comment ça se passe finalement en nous, dans notre cerveau ? C'est quoi un peu les différentes étapes ? Et puis on va même aller voir un petit peu les pièges, ou les brouilleurs, moi j'appelais ça les brouilleurs, qui viennent un petit peu perturber notre prise de décision. Parce que finalement on se dit, on décide toute la journée. Pour certaines personnes c'est très très simple, pour d'autres c'est très 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 compliqué. Pour d'autres ça va être facile à certains moments, difficile à d'autres. Et puis on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, mon idée c'est d'aller un petit peu travailler ça. Donc, comprendre comment ça se passe, vraiment, quand on prend une décision, qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer, et bien sûr, comme d'habitude, amener de la clarté et de la lucidité sur tout ça. Et justement, la clarté commence forcément par apprendre à se comprendre. Ça se répète, non ? Non, ça se répète pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut... par quoi on peut bien commencer ? Bon, déjà, on peut peut-être juste se demander, prendre une décision, c'est quoi en fait ? Finalement, c'est choisir. C'est une question qui peut paraître bête comme ça, mais finalement, c'est la base de tout, revenir à l'essentiel, au sens pour que l'on parte tous sur la même base. Prendre une décision, c'est quoi ? C'est choisir. Dans une situation plus ou moins complexe, une solution, une option, parmi différentes alternatives. Donc, il y a bien la notion de choix. Et qu'est-ce qui se passe derrière le choix ? Déjà, il peut avoir la notion de perte, ou du moins de perte potentielle. Et ça y est, première difficulté. Qu'est-ce qu'on va se dire ? Ok, je dois choisir, donc je dois faire le bon choix. Certains disent, et je l'entends souvent, ça, choisir, c'est renoncer. C'est ça qui va rendre aussi le processus inconfortable, parce qu'on n'aime pas renoncer. Et c'est ce fameux « et si ». Comme on dit, avec des si on referait le monde. Et si, alors ça c'est plutôt du regret, avec les si on referait le monde, mais c'est plutôt le et si je choisis ça, et si je fais ci, et si. D'accord ? On voit qu'on peut tenir longtemps comme ça sans franchement prendre de décision. Derrière la notion de choix, il y a aussi la notion de responsabilité. Quand je prends une décision, c'est moi qui suis aux commandes. Théoriquement en tout cas, on va voir que ça peut être compliqué. Cette notion de responsabilité, ça je le répète assez régulièrement, elle est franchement mise à mal dans notre société aujourd'hui. C'est un sujet encore plus péchu que je me note dans un coin de ma tête là, pour peut-être l'aborder sur un futur épisode, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui me fait grincer des dents, on va dire actuellement. Donc oui, on décide.
ça veut dire qu'on assume les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est jamais tout noir ou tout blanc, ça aussi, hein. Bon, à ça, on peut aussi ajouter la peur de mal faire. Par exemple, face au cheval, ça je l'ai souvent en séance avec mes clients là. Ok, on est avec le cheval en liberté dans le manège, et donc je propose la mise en mouvement du cheval ou monter en allure. Voilà, alors souvent c'est le tout début. Mais là, face au cheval, c'est du non-verbal. On n'a pas les codes, c'est une autre espèce. Enfin, le client n'a pas les codes au début. Et souvent, je suis face à des personnes qui sont en fait paralysées, qui restent dans l'inaction. Et ce qui ressort, c'est la peur de mal faire. Donc au final, ils n'osent pas. Ils ne prennent pas de décision et ils ne passent pas à l'action par peur de mal faire. Ok ? Donc on est d'accord pour dire que c'est pas si anodin que ça. Bien sûr, il y a des décisions et des situations bien plus hardcore que d'autres. Ça, on est d'accord là-dessus. Quand j'étais officier de marine, donc dans la marine nationale, certaines décisions étaient bien plus lourdes de conséquences que d'autres. Je pouvais être amenée à décider de l'ordre de priorité des actions de mon service. Donc là, je mettais pas franchement des vies en péril. En plus, moi, j'étais responsable de tout ce qui était système de communication, donc informatique, radio, satellite, des choses comme ça. Mais je pouvais être aussi amenée à décider quand effectuer une manœuvre pour le bateau, donner mon autorisation pour poser un hélico ou autoriser un tir. Et là, franchement, c'est plus du tout les mêmes responsabilités. Donc, vous voyez bien, c'est une notion qui peut avoir des poids différents selon la situation. Mais dans tous les cas, on reste responsable. Et puis, au quotidien, finalement, c'est pareil. Des choix bien plus on en fait des choix bien plus tendus de temps en temps. Mais ça reste des choix. Je vais prendre par exemple le coup du resto. Je pense que ça vous l'a déjà fait. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'a déjà fait. Tiens, ce soir, on va au resto. Ok, vas-y, viens, on choisit un resto. Et puis alors là, on a l'impression que c'est la décision la plus difficile de notre vie. Pourtant, il n'y a aucun risque. Je veux dire, on choisit juste un resto. Eh ben, on ne sait pas pourquoi, on hésite, on n'arrive pas à choisir. Et puis, parfois même, on laisse tomber et on reste à la maison. Alors franchement, si ça vous est déjà arrivé, moi je suis preneuse pour voir un petit peu individuellement votre process. Mais effectivement, on va voir aussi qu'est-ce qui peut s'expliquer, en fait. Donc l'idée clé ici, c'est aussi oser décider. Donc la prise de décision, ça demande un certain courage. Alors, il y a aussi un petit truc en plus, un truc qui rentre en jeu. Par exemple, si on reprend le coup du resto, il y a ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Alors, je ne vais pas m'étendre en long, large, en travers, mais à l'image du resto, ça peut être aussi le film ou la série Netflix. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait aussi. Vous restez pendant 15 ans à sélectionner un film que, en fait... on va juste regarder un film, d'accord ? Eh ben, on a l'impression qu'on fait le choix le plus important de notre vie. D'ailleurs, j'ai une expression chez moi qui dit « Non mais ça va quoi, on n'achète pas un appart ». Vous voyez ? Donc on voit le type la différence entre deux situations. Donc c'est quoi en fait derrière ? C'est encore la peur peut-être de se tromper. C'est aussi, il y en a qui vont abandonner ça parce que ça demande de l'effort, un effort peut-être important ou trop important sur l'instant pour prendre le temps de prendre en compte toutes les possibilités, les options et puis analyser les différentes options. Nanana. Donc bon, voilà, c'est juste de le savoir et de savoir comment ça fonctionne. D'ailleurs, dans le leadership, c'est intéressant de le savoir, c'est que l'abondance d'options stratégiques ou d'options tout court, en fait, ça crée un flou, un brouillard mental plus ou moins opaque. Et cette opacité, elle va diminuer au fur et à mesure que l'on va analyser, réfléchir, et ça, c'est propre au process de la prise de décision, en fait. Donc, le vrai travail derrière, ça va être quoi ? Ça va être de prioriser. Et comment on va prioriser ? C'est aussi se reposer sur ce qui est essentiel pour soi. Et ça, on y reviendra un peu plus en détail sur la deuxième partie. Ah bah oui, je suis bête, je vous ai pas prévenu, mais de toute façon c'est dans le titre, mais effectivement on va le faire en 2 parties, cet épisode. Là on va être plus sur la compréhension, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et le deuxième épisode, on sera plus sur le process concret de la prise de décision. Je vais vous donner des tips, des éléments pour vous aider à prendre vos décisions, d'accord ? Donc,
encore une fois, la connaissance de soi, vous verrez, c'est vraiment une boussole importante pour nos prises de décision. Alors, justement, c'est quoi le processus de prise de décision? Qu'est-ce qui se joue en nous? Alors, concrètement, ça se passe en 4 étapes clés. La première, la réception. C'est là où on va collecter toutes les informations ou un grand nombre d'informations. Alors ça encore, c'est intéressant à savoir, c'est que notre cerveau fait déjà comme un premier filtre. Parce qu'il y a énormément d'informations, autant externes qu'internes. Alors externe, ça va être à travers nos sens, à travers des éléments de réflexion aussi. Ça peut être des informations environnementales, etc. Et internes, en lien avec nos souvenirs, nos connaissances, d'accord? Et cette réception-là va permettre de faire une liste d'options. Donc ça, c'est la première étape, réception. Deuxième étape, l'évaluation. C'est en gros peser les patates entre les différentes options. Troisième étape, la sélection. Théoriquement, les options qui cumulent le plus d'arguments positifs l'emportent. Et la dernière et quatrième étape, je me suis trahi, c'est l'action. Effectivement, on va passer à l'action, on a sélectionné une solution et bim, on passe à l'action. Alors une action immédiate ou différée, selon les situations, et donc qui est bien la mise en application de la solution de l'option sélectionnée. Réception, évaluation, sélection, action. Ok ? On va faire un petit focus rapidement sur l'évaluation. Je disais, l'évaluation, c'est peser les patates. Alors, à la fois, ça peut être rationnel, c'est-à-dire qu'on va attribuer des conséquences positives, négatives, à chaque option qui aura été listée. On va les comparer les unes aux autres, en fait. Et ça va s'appuyer sur quoi aussi? Ça va s'appuyer sur nos souvenirs, notre expérience, nos apprentissages passés. D'accord? Et donc ces souvenirs allient autant le rationnel que l'émotionnel, puisque chaque leçon, chaque expérience vécue nous apporte une leçon technique, mais aussi associée à un ressenti émotionnel et physique. D'accord? Et donc bien sûr, à nos ressentis, nos émotions, l'impact émotionnel que les options peuvent avoir sur nous. Après, on peut faire aussi un focus sur la sélection. Je disais, théoriquement, on sélectionne les options ou l'option qui cumule le plus d'arguments positifs. Et j'ai bien dit théoriquement. Alors, il faut savoir aussi que notre cerveau anticipe les regrets possibles. Il va essayer de choisir l'option la moins émotionnellement coûteuse. Donc on voit bien que c'est pas tout blanc, tout noir, et que au cœur de nos décisions, c'est pas forcément un choix purement du cœur ou un choix purement de la raison. C'est bien les deux qui bossent ensemble quand on les laisse faire. Et ça, la connaissance de soi va avoir un rôle des plus importants là-dedans. Donc je disais, la décision, c'est bien une combinaison des deux. Ni pure logique, ni pure intuition. Oh là, dis donc, je bug un peu. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, les neurosciences ont beaucoup avancé, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vais vous le donner maintenant, parce que je crois que dans mon script, je vous donne le bouquin plus tard, mais je vous le dis maintenant. J'ai adoré ce bouquin-là, qui est Décider en toute connaissance de soi, du professeur Philippe Damier. Je l'avais lu il y a quelques années quand j'ai rédigé mon mémoire pour mon diplôme de coach professionnel. Et vraiment, je l'ai trouvé très bien fait, accessible, génial. Et donc, qui traite des neurosciences dans la prise de décision, bien évidemment. Et j'ai trouvé ça super. Et d'ailleurs, c'est là où il y a les 4 étapes que je vous ai citées juste avant. Et ce qui était intéressant aussi à aller voir, c'est une approche, d'ailleurs Philippe Damier, le professeur qui a écrit ce bouquin, parle du système 1, du système 2. Et c'est une approche qui a été développée par Daniel, alors je m'excuse d'avance si je prononce mal le mot, parce que ça m'arrive régulièrement, Kahneman, voilà, qui est un psychologue israélo-américain. Et donc qui explique qu'il y a un système 1, un système 2 qui rentrent en jeu dans la prise de décision. Le système 1, c'est le système qui va être rapide, intuitif, émotionnel. Il est presque instinctif, très peu coûteux en énergie, il a un côté un peu pulsion, vous voyez ? Il est presque automatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas franchement conscient de ce qui se passe. Je vais prendre un exemple très très simple. Un cheval nous fonce dessus, on a peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écarter. Alors que si le système 2 prend le relais,
on sait qu'on va pas forcément réagir exactement de cette manière-là. Le système 2, c'est quoi? C'est un système de réflexion, ça va être plus lent, ça va être analytique, ça va être rationnel. C'est celui qu'on utilise pour résoudre des problèmes complexes. Et lui, il va demander de la concentration, de l'énergie. D'accord? Il est lent, il est contrôlé. Effectivement, ça demande donc des capacités attentionnelles. Ouais, je regarde mon mémoire en même temps, hein, tout est écrit, je ne vais pas non plus m'amuser à tout réécrire, hein. Autant aller chercher l'information là où elle est. Si on prend un exemple, en fait, je sais très bien qu'à chaque fois que je l'explique, les gens peuvent être un peu surpris, mais en fait, dans nos formations là, pour devenir officier, il est clair qu'on nous pousse à être conscient de tout ce processus de la prise de décision, de ces différents systèmes, de cette combinaison de logique et d'intuition. En fait, on nous pousse vraiment dans nos retranchements pour nous pousser, je me répète, à comprendre comment on prend nos décisions. Et c'est parce qu'on sait très bien quand on va être mené à prendre des décisions difficiles, dans des situations difficiles en tout cas, et en plus dans des situations où on va être affecté, émotionnellement, physiquement, etc. Donc c'est vraiment la prise de décision, je pense que je peux dire que c'est ce qu'on nous fait le plus travailler, et dans des conditions diverses et variées, nous allons dire. Voilà, donc j'ai déjà cité le livre, donc je peux passer à la partie suivante. Donc ce qui est intéressant aussi à savoir et à comprendre, ça je l'ai découvert dans le magazine Cerveau et Psycho. Je vais vous donner le numéro si jamais ça vous intéresse. Attendez, je l'ai à côté de moi. C'est celui de mars 2025. Donc il est... c'est pas le dernier mois, mais c'est en tout cas celui de l'année. Et j'avais trouvé ça intéressant de se rendre compte que la prise de décision peut se faire aussi en 2 phases, c'est-à-dire une phase de réflexion consciente, une phase consciente et une phase inconsciente en fait. La phase de réflexion consciente, c'est ce qu'on a dit, les différentes étapes, hein, c'est très analytique, avec bien sûr un impact émotionnel, mais voilà, on va lister les différentes options, on va les évaluer les unes par rapport aux autres, puis on va choisir et mettre en action. Et ce qui est intéressant, c'est d'intégrer là-dedans ce qu'ils appellent la phase inconsciente, et c'est en fait, vous savez, quand on dit je mets de côté parce que j'ai autre chose à faire. En fait, c'est qu'on va le mettre de côté parce que on a quelque chose, un problème peut-être plus important à régler à ce moment-là. C'est pas notre propriété, c'est pas notre priorité. Et on va le laisser pendant un petit temps de côté. Et puis, pouf, quelques heures, voire quelques jours plus tard, une solution apparaît alors que c'était très opaque. Vous savez, cette opacité dont je vous ai parlé avant. Et voilà, en fait c'est comme si on avait laissé la bande passante à notre cerveau pour faire le boulot. Donc cette phase inconsciente, c'est se poser, faire autre chose, mettre de côté, et le cerveau, lui, continue en fait en autonomie à faire l'analyse. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que je ne l'avais pas encore nommé complètement dans mon process, et je trouve que ça vient rajouter encore une plus-value et une plus-value, une nouvelle corde de compréhension. Alors, je suis bien sûr consciente que toutes les situations ne permettent pas de différer la prise de décision et de laisser cette phase inconsciente se mettre en place. Clairement, on interagit avec un cheval en liberté, on doit faire poser un hélico, la décision doit se prendre maintenant, d'accord ? Mais le processus est intéressant à avoir en tête sur des décisions, par exemple administratives, juridiques, ou d'organisation, de vision, etc. Donc alors on sait très bien que prendre une décision, c'est pas si simple que ça, sinon ça ne ferait pas un sujet de podcast, enfin du moins d'épisode. Donc c'est pas si facile, il y a bien des choses qui viennent brouiller nos décisions. Donc je vais faire une petite liste, elle est probablement pas complète, mais c'est ce que je repère le plus souvent en séance et que souvent qu'on travaille avec mes clients. Donc j'avais envie de vous les partager. Alors il y a tout d'abord tout ce qui est biais cognitif. C'est des biais qui vont en fait un peu tordre la réalité. Vous avez par exemple le biais de confirmation, c'est de ne voir que ou d'entendre que des choses qui vont confirmer ce que je sais déjà. Et donc peut-être que la conséquence sur une décision, c'est qu'on va peut-être prendre la décision qui va que dans notre sens et dans ce qu'on veut. Oui, mais peut-être que c'est pas la décision la plus adaptée. J'allais dire, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Et ça, je fais très attention, parce que c'est pas forcément la meilleure décision, mais la décision la plus équilibrée, la plus adaptée, la plus juste. C'est pas pareil.
Il y a aussi nos propres comportements. On a des comportements qui sont ancrés depuis des années et parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, on a vécu des choses, etc. Et puis on a donc ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des drivers avec lesquels j'adore travailler. C'est vraiment d'une puissance, enfin moi j'en suis fan. Et donc selon quel driver on a en dominant, et selon la situation de stress dans laquelle on va se trouver, donc ça va être celui-ci qui va se manifester. Et donc, que l'on soit parfait, fait plaisir ou des choses comme ça, ça va avoir forcément des conséquences sur notre façon de choisir, de prendre des décisions. D'accord ? Le fait plaisir, ça va être quelqu'un qui va être très attentif à l'autre, et donc pousser à l'extrême peut venir pousser la personne à prendre des décisions que par rapport à l'autre. Donc on n'est pas en indépendance. Ça, c'est une compétence que l'on voit dans le diagnostic EQI que je vous fais passer en accompagnement, qui est aussi extrêmement puissant, et d'ailleurs il a tout un volet sur la prise de décision, et on en parlera plus sur le 2e épisode, puisqu'on va s'appuyer là-dessus pour trouver des process et des façons de faciliter la prise de décision. Autre chose, bien sûr, qui rentre en jeu énormément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur mon parcours d'officier de marine, ça va être tous les facteurs physiques et émotionnels. Selon l'état d'esprit général dans lequel on est, ça va influencer notre façon de prendre des décisions. Ça va influencer notre analyse aussi, ça va influencer notre façon d'évaluer les options. En fait, ça va amener une tendance positive ou négative. Hein, on le voit bien, si on est très très joyeux dans une phase hyper positive, on peut avoir tendance à augmenter les bénéfices, parce que c'est quoi l'analyse ? C'est l'analyse bénéfice-risque. Hein. Donc on va avoir tendance à augmenter le bénéfice de certaines options et diminuer le risque de ces mêmes options. A contrario, on est dans un état d'esprit général plutôt... je vais dire négatif, je vais mettre des gros guillemets, d'accord, parce que je n'ai pas d'autres mots là sur la langue, mais par exemple beaucoup de stress, d'anxiété, des choses comme ça, et là on va avoir plutôt tendance à quoi ? À diminuer les bénéfices de certaines options et augmenter leurs risques, d'accord ? Donc notre perception, notre état général va avoir un impact sur notre perception des choses et sur notre façon d'analyser les choses. Le stress peut venir activer des modes de survie, nous empêcher de prendre suffisamment de recul pour analyser les choses de façon plus objective. L'anxiété va venir, je l'ai dit tout à l'heure, amplifier les risques perçus. Un autre point important, la fatigue. La fatigue, elle a une conséquence extrêmement importante, j'allais dire néfaste, pas forcément si on sait le gérer. Et justement, sur les bateaux, on peut être extrêmement fatigué par les différentes... ce qu'on fait, notre métier. On enchaîne, ça peut être très très dur, donc on peut être extrêmement fatigué. À nous, notre formation sert à ça, à se former pour pouvoir gérer cette fatigue et continuer à prendre des décisions équilibrées et éviter des décisions à l'emporte-pièce, rapides et impulsives qui seront absolument pas adaptées, voire même dangereuses pour la situation. Donc la fatigue, elle joue énormément. Donc si je peux donner le petit conseil du jour, c'est prenez soin de vous, reposez-vous, ne prenez pas une décision, si elle peut être différée, différez-la, ne prenez pas une décision dans un état de fatigue avancé. Vous n'aurez pas toutes les compétences et toutes les facultés plutôt pour pouvoir peser les patates et faire le choix le plus adapté. D'accord ? Qu'est-ce que j'avais noté ? Vous voyez, j'ai un script, mais en fait, je le tiens pas parfaitement. Donc l'idée vraiment, c'est d'amener de la lucidité en fait sur cette prise de décision. Un leader, qui soit chef d'entreprise, manager, parent, humain du quotidien chez vous, vous prenez des décisions et l'intérêt, c'est d'être le plus lucide possible. Et ça passe forcément par se connaître. D'accord ? Connaître déjà le processus, comme on l'a vu ici. Hein, l'idée, c'est vraiment d'amener de la connaissance pour pouvoir derrière avancer en toute conscience, en fait. C'est amener de la conscience aussi. Compréhension, connaissance, conscience. Hein, ça, c'est mon triptyque de travail. Donc, on croit souvent que bien décider, c'est
analyser plus, trouver la solution parfaite. Mais en fait, décider, c'est trouver la solution la plus juste à un instant donné. Donc, comprendre ce qui se joue, c'est déjà progresser. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie, on ira plus loin et je vous partagerai un process concret pour décider avec plus de justesse, de confiance et en essayant de ne pas s'épuiser. D'accord ? On ne s'épuise pas dans le doute. Voilà, pour les professionnels qui souhaiteraient aller plus loin, qui souhaitent justement développer un leadership lucide, stratégique. Mais dans la société que l'on a avec mon conjoint, associé, enfin voilà, on vous propose une formation et un accompagnement leadership. C'est un accompagnement extrêmement concret et pragmatique qui s'appuie autant sur des notions théoriques, mais vues au travers de notre expérience, mais aussi quelque chose de très concret et de pratique, parce qu'on vous fait expérimenter avec le cheval aussi. Et tout ça pour vous aider justement à mieux vous positionner et à décider avec assurance et sérénité. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Pour les particuliers qui veulent aussi apprendre à décider en se sentant confiants et aussi dans le respect de soi, des autres, et là j'ai un accompagnement alors hors leadership expérience, mais que je vous propose, qui est l'accompagnement prendre sa place. Voilà, ça peut vraiment vous aider à passer ce cap-là de la prise de décision qui est parfois compliqué. Si vous voulez en savoir plus, échanger sur ces prestations, mais aussi, bien sûr, sur la thématique de cet épisode, n'hésitez pas à me contacter par mail, via LinkedIn ou bien Insta. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez ce podcast, et à vous dire à très vite pour la deuxième partie de cet épisode. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.